Et là, elle vient de mettre un truc hier, je crois, ou il y a pas longtemps, qui dit bah voilà, là aujourd'hui ça va pas. Et en fait, je le partage pas pour me plaindre, mais juste pour que vous voyez que moi aussi ça va pas et on est tous pareils. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux pour ça c'est top. Ça a fait du bien. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions, qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait mes plans? Attends, faut que je refaire. Bonjour à toutes et à tous. Mi-octobre, j'ai eu le plaisir de participer au Facettes Festival et notamment d'intervenir lors d'une table ronde sur la santé mentale et les réseaux sociaux. Cette table ronde est menée par Clotilde du podcast On marche sur la tête, qui aborde les maladies psychiques sous un autre jour en brisant les tabous et en donnant la parole aux concernés. Dans cet épisode, vous retrouverez donc nos échanges sur les réseaux sociaux et la santé mentale, l'occasion de reprendre les bases du problème avec des chiffres, des conseils pratiques, des témoignages, des réflexions personnelles, le côté consommateur mais aussi le côté créateur de contenu. J'ai adoré cet échange, très humain avec des témoignages complémentaires et toujours dans la bienveillance. Je vous laisse donc avec l'enregistrement de cette table ronde en direct et en public, sans plus de suspense. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci d'être à cette deuxième table ronde sur la santé mentale et les réseaux sociaux. Donc moi je m'appelle Clotilde Costil, je suis journaliste et podcasteuse. Donc j'ai créé il y a 1 an le podcast On marche sur la tête qui a vocation donc à déstigmatiser les maladies psychiques. Donc j'aimerais commencer ce podcast avec un petit sondage dans le public, donc parmi vous, qui a ouvert les yeux ce matin et premier réflexe a lancé son réseau social préféré, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. Pas mal de monde, j'ai l'impression. Pas tout le monde, mais un peu non. Bon, je pense qu'on a tous ce même automatisme, à savoir allumer son téléphone le matin, faire défiler son écran et voir ce qu'on aurait loupé la veille. Donc, d'après une étude récente de We Are Social et Outsuite, les Français passeraient en moyenne chaque jour 1h46 sur les réseaux sociaux, soit 5 minutes de plus qu'en 2021. Donc 1h46 quotidienne à repérer les dernières tendances lifestyle, à envier son influenceur préféré parti en vacances aux Seychelles et à s'inquiéter de ne pas avoir récolté autant de likes sur sa dernière publication. Alors cet été, il y a donc de nombreuses célébrités qui ont décidé de s'éloigner un temps des réseaux sociaux. Je pense notamment, vous le connaissez peut-être, Tom Holland, le chanteur Shawn Mendes ou encore le TikToker star Brody Wellmaker qui cumule des millions d'abonnés. Et pourtant, ils ont tous décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux. Donc la raison évoquée, c'est une volonté de préserver leur santé mentale. Comme eux, de plus en plus d'internautes avouent prendre leur distance aussi avec les réseaux sociaux parce que la plupart décident de vouloir réduire les effets addictifs des réseaux sociaux, de préserver leur estime, parce qu'ils constatent aussi une baisse d'estime de soi et aussi une anxiété liée aux réseaux sociaux. À l'inverse, ce sont aussi des lieux de parole et d'échanges publics pour déstigmatiser la santé mentale et donc les troubles psychiques. Donc, comment protéger notre santé mentale des effets néfastes des réseaux sociaux? Comment s'en servir à bon escient? Comment reprendre du plaisir aussi à passer du temps in real life sans pour autant délaisser totalement Instagram, TikTok et consorts? Bref, comment trouver l'équilibre avec ces applis qui font désormais partie de notre quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette petite heure dans cette émission. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir donc Lorraine, qui est créatrice de Et si tu posais ton tel, un podcast qui s'adresse donc à la génération hyper connectée et qui souhaite comprendre l'aliénation numérique et s'en défaire. À ses côtés, donc, Juliette, qui est aussi créatrice d'un podcast qui s'appelle Bien dans nos baskets et qui donne des astuces concrètes pour prendre soin de sa santé mentale. Et enfin, Amélie, qui est créatrice du compte Instagram Hellopecia, qui aborde la question de l'alopécie dont elle est elle-même atteinte et de ses conséquences sur la santé mentale. Donc, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais mobiliser chez vous votre premier souvenir lié aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez
Comment déjà ça a changé votre vie? Est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir particulier autour des réseaux sociaux? Peut-être Je commence. Juliette, ouais. Ok, bonjour à tous. Moi, mon premier souvenir, c'est MSN, donc fin de primaire, début de collège. Et en fait, c'est aussi la période où j'ai commencé à être somnambule. Et avec du recul, et pour en avoir discuté avec des médecins et avec mes parents, en fait, ça a tellement bouleversé mes habitudes perso, tout ce que j'avais construit, que ça a bouleversé mon sommeil. Et pour moi, là, avec du recul, en fait, c'est un signal fort que ça allait bouleverser ma vie derrière. C'est vrai que le sommeil, ça fait partie aussi d'une des données qui est vraiment impactée par les réseaux sociaux. Et enfin, je pense que Lorraine, on pourra en parler un petit peu plus tard. Amélie. Oui, bonjour à toutes et à tous aussi. Moi, je pense qu'un de mes premiers souvenirs de réseaux sociaux, c'est les skyblogs, pour ceux qui ont connu cette belle époque. Et j'avais notamment, au-delà de mon skyblog personnel, qui est très honteux, je pense, si on le retrouvait aujourd'hui, j'avais aussi un skyblog sur les Sims. J'animais un média. Je pense que ça parle à toute une génération ici. Oui, j'espère, mais j'animais un média sur les Sims quand j'étais en cinquième et j'en étais très fière. Et ça m'a menée à après découvrir genre les forums d'écriture. Enfin, j'ai fait beaucoup d'écriture en ligne et un truc très important pour moi parce qu'aujourd'hui je suis scénariste aussi, donc l'écriture a toujours une grande place dans ma vie, mais c'est aussi je pense les premières années où j'ai un peu commencé à malgré tout aussi vivre un peu par procuration. Enfin, j'avais un peu mon cocon sur internet à travers les blogs, les forums d'écriture, et c'était peut-être plus facile parfois d'être dans ce monde-là que d'être dans la vraie vie. Donc, voilà. De créer une bulle finalement. Et ça a peut-être aussi accentué cet effet de solitude aussi. Oui. Et en même temps, de création de liens, mais derrière un écran. Oui, et puis après aussi, il y a les premiers souvenirs de finalement, Internet, c'est pas beaucoup plus beau que la vraie vie parfois. Et enfin, il peut aussi se passer des choses sur Internet qui sont pas agréables et qui peuvent impacter notre santé mentale et notre sentiment d'isolement, même en ligne. Donc voilà, aussi se rendre compte que la bulle, elle était pas si belle que ça non plus à des moments, quoi. Lorraine? Alors, moi, je vais pas vous parler de mon premier Facebook où j'avais 12 ans, j'ai menti sur mon âge et en fait, je faisais que des quiz et jouais à Paf le chien. Mais le plus marquant, je pense, c'est quand j'avais... donc j'étais en seconde et mon portable, il avait des touches pour écrire un peu à la BlackBerry ou des choses comme ça. Et donc, je ne pouvais pas avoir Instagram dessus et ça commençait à être la folie, quoi, Instagram. Et moi, je voulais partager mes photos, étant assez créative, aimant faire de la photo, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que la nuit, quand mes parents dormaient, j'allais installer Instagram sur le smartphone de mon père pour poster mes photos, mettre les hashtags les plus putaclic que je connaissais et repartir désinstaller et aller me coucher. Je pense que ça montre la déterre déjà pour aller sur les réseaux sociaux et comment ça pouvait déjà me matrixer alors que même que je pouvais pas y avoir accès sur mon smartphone. Ouais, donc finalement l'interdit, toi, comme tous en fait. Adolescents, les interdits, tu trouves un moyen de les contourner, ouais, quoi. Et donc voilà. Mettre en place une sacrée stratégie pour. On peut être très malin pour se connecter, ouais, carrément. Ouais. Alors, je me tourne vers toi, Mélie. Donc, je le disais en introduction, tu es atteinte d'alopécie. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par une perte de cheveux. Or, la chevelure, c'est quand même le symbole, je pense, dans notre société de notre identité. Pourquoi avoir choisi de t'exposer sur Instagram, qui est quand même le réseau social par excellence de l'apparence ? Justement, il y avait vraiment cette volonté de vouloir montrer quelque chose que moi j'avais passé des années à cacher, parce que du coup moi j'ai grandi avec une perte de cheveux partielle à l'époque, donc ça se voyait pas forcément que je perdais mes cheveux, donc j'arrivais à le cacher et c'était vraiment un tabou pour moi. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez honteux que j'avais intériorisé comme honteux. Et du coup, oui, c'est devenu un gros secret. Et c'est souvent le cas, notamment pour les femmes qui perdent leurs cheveux, parce que il y a vraiment
pas de place pour ça dans notre société actuellement. Et du coup, en utilisant un réseau social basé sur l'apparence, l'idée c'était aussi d'essayer de venir un peu casser les codes. Et moi, j'avais vraiment une volonté d'esthétiser ça. Sur mon compte Instagram, j'ai fait des photos, notamment avec des photographes professionnels, parce qu'il y avait l'envie de rendre ça joli. Et quand j'ai commencé mon compte il y a 3 ans, j'avais encore des cheveux, donc j'avais genre des trous dans les cheveux concrètement. Enfin, j'avais des zones dans mes cheveux où il y avait plus de cheveux. Et à l'époque, j'avais jamais trouvé ça beau de ma vie. Et donc l'idée, en prenant des photos de ça et des photos assez esthétiques d'un point de vue objectif, on va dire, il y avait aussi l'envie de montrer que ça pouvait être beau, une particularité physique, une différence, et que ce qu'on a l'habitude de cacher, ça peut aussi, ça a sa place aussi justement sur les réseaux, quoi. Donc finalement, on pourrait dire que tu as contribué un petit peu à ce mouvement body positive qui est assez important sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram depuis quelques années, pour justement casser un petit peu les clichés qu'on peut avoir sur les normes de beauté actuelles. Je pense Est-ce que toi, tu t'identifies à ce mouvement-là ou justement, explique-nous un petit peu comment tu pourrais t'identifier à ça. Je pense que je connaissais pas forcément l'ampleur de ce mouvement-là quand moi j'ai créé mon compte Instagram, parce qu'en vrai je n'avais aucun lien. Enfin, moi mon utilisation d'Instagram à la base elle était très personnelle. Je postais mes petites photos de vacances et tout ça. Enfin voilà, j'avais un compte perso très basique. Je suivais pas spécialement des influenceurs ou des influenceuses comme on dit aujourd'hui. Et je suivais que des amis et quelques acteurs, actrices à la limite. Donc j'avais pas conscience de ce mouvement-là qui existait sur les réseaux sociaux. Et c'est en créant mon compte qui était à la base aussi pour toucher un public concerné par ça et pour leur montrer qu'ils n'étaient pas forcément seuls à vivre avec ça. Il y a eu la volonté. Enfin là, j'ai découvert un peu. Pas l'envers du décor, mais j'ai découvert tout ce qui pouvait se faire sur Instagram et effectivement tous les mouvements liés au corps, à la diversité des corps et un peu dans cette optique-là à l'acceptation de soi. Et oui, moi c'est sûr que mon contenu il allait vers ça, mais j'avais aucune envie de créer de nouvelles injonctions. Enfin, moi j'ai toujours eu une approche très je dirais authentique. Enfin, je voulais pas idéaliser non plus ça et dire oui, je perds mes cheveux, c'est super, tout va bien, je le vis vraiment très bien. Enfin, il y avait aussi une optique de dire voilà, enfin, je perds mes cheveux, c'est un fait. Je suis obligée quasiment de vivre avec ça parce que il y a pas vraiment de traitement qui existe pour ça et du coup maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Et il y a des jours où ça va pas et ça aussi faut en parler, quoi. Est-ce que tu pourrais dire que pour toi, Instagram, c'est une sorte de, pas de journal intime, mais un endroit, un espace safe où toi, tu peux t'exprimer assez librement, donner tes états d'âme du moment et t'exprimer, parce qu'on l'a pas encore forcément dit, mais la santé mentale sur ton compte, elle prend une place quand même assez importante. Comment tu t'en sers justement pour aborder certains aspects de ta santé psychique? Justement... faut savoir que on parlait d'alopécie. En fait, l'alopécie, c'est un terme général qui va désigner la perte de cheveux, quelle qu'en soit la cause. Et il y a plusieurs formes d'alopécie. Moi, ce que j'ai exactement, c'est ce qu'on appelle une pelade. C'est une maladie auto-immune. Donc, ça veut dire que mon propre système immunitaire s'en prend à mes cheveux et décide qu'ils n'ont pas leur place ici. Et en fait, il y a beaucoup de stigmatisation autour des maladies auto-immunes parce que de par le fait que c'est nos propres corps qui génèrent ces maladies, on va dire ça grossièrement, il y a beaucoup cet aspect lié à la santé mentale, puisque moi, quand je voyais des médecins, on me disait toujours tu perds tes cheveux, c'est à cause du stress, c'est lié au stress, tout ça. Et donc il y a déjà cet aspect où j'avais intériorisé que la pelade c'était une manifestation extérieure de mon mal-être interne, et donc j'avais pas du tout envie que les gens sachent que j'allais pas bien. Enfin, je pense que moi je savais même pas si j'allais bien ou pas. Enfin, j'avais pas ces curseurs là, mais juste j'avais pas envie que les gens puissent penser que j'allais pas bien, en tout cas. Donc c'est aussi pour ça que je cachais ma pelade pendant longtemps. Et le fait d'en parler ouvertement sur Instagram et d'être vulnérable par rapport à ça,
c'était aussi faire la paix avec l'image que ça pouvait renvoyer aux autres, faire la paix avec le fait que oui, peut-être j'allais pas toujours bien et que c'était ok, enfin qu'il y avait pas de honte à avoir une santé mentale. J'aime pas le terme fragile, mais en tout cas, enfin voilà, une santé mentale qui varie et avoir des difficultés. Donc oui, enfin sans forcément tomber dans un côté journal intime, il y avait vraiment envie de partir de mon expérience, de mes ressentis, pour essayer de décrire les émotions très aléatoires qui peuvent venir dans la vie, peu importe ce par quoi on est touché. Et c'est ça qui a été chouette aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont connecté à mon contenu sans forcément avoir de pelade, de perte de cheveux ou quoi, et qui me disaient juste moi je me retrouve dans ce que tu dis parce que je suis concernée par ça, et c'est vrai que c'est hyper dur à accepter, et parfois il y a des jours où je l'accepte pas et je culpabilise de pas l'accepter. Enfin, du coup ça crée vraiment des échanges hyper précieux, et de voir que tous et toutes à notre échelle, peu importe ce par quoi on passe dans la vie, on peut se retrouver sur plein de choses en fait. Ouais, en fait, ta communauté, elle est plutôt assez variée. Finalement, il n'y a pas que des personnes concernées par l'alopécie. Tu as aussi des personnes de différents horizons, avec des maladies diverses et variées, ou pas forcément, qui se posent des questions peut-être sur la santé mentale. Enfin, je crois qu'on l'a pas précisé, mais tu as plus de 10 000 abonnés sur ton compte Instagram. Un peu moins, ne nous enflammons pas. Bon, après cette séance, tu en auras peut-être 10 000, du coup. Non, j'ai autour de 6 000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Mais globalement, les retours sont plutôt bons à ce niveau-là. Enfin, toi, tu prends la parole justement pour sensibiliser sur ta maladie. Est-ce que, les retours que tu as sont plutôt positifs de tes abonnés? Oui. Enfin, dans l'ensemble, c'était le but aussi avec ce compte. C'était d'aider les gens à se sentir moins seuls. Je sais à quel point, quand on a quelque chose qu'on cache ou dont on a honte, on peut se sentir très isolé dans ce qu'on vit, et on peut avoir l'impression que personne peut nous comprendre, ou personne va pouvoir entendre cette souffrance aussi. Donc, il y avait vraiment la volonté de dire aux gens, je vous vois en fait, enfin je vous vois dans votre souffrance, parce que moi aussi je l'ai eu, et je l'ai encore parfois, et c'est normal que ce soit difficile en fait de vivre avec quelque chose que vous n'avez pas choisi, peu importe ce que c'est. Enfin oui, c'est normal que ce soit difficile, c'est pas vous, comme on disait sur le podcast précédent. Enfin, il y a aussi la société dans laquelle on vit qui nous encourage pas vraiment à prendre soin de nous et de notre santé mentale, et qui nous laisse pas toujours la place d'exister avec toutes nos particularités. Donc il y avait aussi vraiment l'envie de déstigmatiser tout ça, et de créer un espace où n'importe qui pouvait se retrouver de par son vécu. Mais oui, j'ai des retours dans l'ensemble très positifs, de gens à qui ça a fait du bien de se sentir représenté dans quelque chose. Ouais. À l'inverse, est-ce que tu as été confronté à pas des vagues de haters, mais des discours un peu moins bienveillants, et comment tu t'y es préparé, et comment tu y fais face? Alors j'allais dire j'ai de la chance, mais c'est nul de dire qu'on a de la chance pour ça, mais en vrai oui, j'ai une communauté quand même majoritairement bienveillante. J'ai fait quelques témoignages dans des médias et tout, donc là on peut voir sur les commentaires Facebook et tout ça des grands médias que les gens sont pas toujours aussi bienveillants partout. Après, ça a jamais généré une vague de personnes malveillante sur mon compte. C'est genre l'espace commentaire sur Facebook ou autre qui est pas toujours hyper agréable à regarder, parce que les gens sont maladroits, parce que les gens disent des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de lire. Mais j'ai jamais subi d'attaques personnelles en grande vague, et heureusement. Mais c'est un truc qui fait peur, et c'est un truc auquel tu penses forcément quand tu crées du contenu sur Instagram, surtout sur des sujets engagés, parce que moi, à travers l'alopécie, j'aborde aussi des sujets assez engagés, militants et féministes aussi, parce que je pose des questions aussi un peu de société, de pourquoi c'est plus compliqué de voir une femme qui n'a pas de cheveux aujourd'hui. Pourquoi on est tous et toutes habitués à voir des hommes chauves dans la rue, et pourquoi moi, quand je me balade dans la rue telle que je suis aujourd'hui, donc chauve, j'ai des regards, j'ai des remarques. Les gens associent ça à une maladie grave forcément, et donc voilà. On n'a pas vraiment de place
pour exister hors des standards de beauté actuellement. Et bref, et c'est des sujets qui peuvent déranger des personnes malveillantes, on va dire. Mais non, j'ai jamais eu à faire face à ça. Et comment, en fait, ce projet t'a aidé à accepter, enfin, ce projet de sensibilisation sur les réseaux sociaux t'a aidé à accepter ta maladie? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est en faisant autant preuve de vulnérabilité, enfin, je me suis autorisée à faire quelque chose que j'avais jamais osé faire. Enfin, moi, mon entourage était quasiment pas au courant que j'avais une pelade. Enfin, j'en parlais très peu autour de moi, à part ma famille et quelques amis proches. C'était vraiment un gros tabou. Et puis en fait, ça a fait de moi quelqu'un d'assez réservé à l'époque, parce que du coup, j'osais rarement parler de moi, de mes émotions. Je prenais peu de place. J'existais beaucoup sur Internet dans mon adolescence à travers l'écriture justement, mais c'était pas de l'écriture personnelle. Et de servir d'Instagram pour aller vers quelque chose de personnel. Je pense que oui, ça a réparé aussi quelque chose en moi de j'ai le droit de prendre la place, j'ai des choses à dire, ces choses-là elles peuvent aider d'autres personnes aussi. C'est quand même assez fort quand tu sais que t'aides les gens en fait. Enfin, c'est ce qu'on disait aussi plus tôt dans l'autre podcast, mais c'est très fort de savoir que ton parcours et que tes ressentis peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et moi, ça m'a donné de la force, en fait. Enfin, comme il n'y avait pas de représentation de personnes comme moi dans la société, je pense que j'ai longtemps attendu cette représentation-là. J'ai longtemps espéré de voir quelqu'un qui me ressemblait. Et à un moment, je me suis dit, si ça n'existe pas, peut-être que c'est à moi, de créer de la représentation aussi. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de force de m'accepter. Quand j'ai perdu tous mes cheveux, d'oser sortir dans la rue comme ça et tout, je me disais, certes, je le fais pour moi, bien entendu, c'est le principal, mais je le fais aussi peut-être pour la personne qui se cache et qui va me croiser et qui va se dire, ça existe et c'est possible, quoi. Ouais, en tout cas, c'est un beau parcours, merci. Merci. Juliette, je me tourne maintenant vers toi. Donc, je l'ai rapidement évoqué en introduction. Tu es donc, non, ça je l'ai pas dit. Tu es kinésithérapeute de formation et donc de profession. Et aujourd'hui, tu te formes pour devenir préparatrice en santé mentale. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Et aussi nous expliquer à quel moment tu as décidé de prendre la parole sur un podcast et aussi sur les réseaux sociaux pour parler donc, de développement personnel et aussi de santé mentale. Ok, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, c'est préparateur mental et pas... Non mais c'est pas grave, mais ça explique des choses. C'est préparateur mental et pas préparateur en santé mentale, parce que c'est pas du tout de la thérapie. Et du coup, c'est là où il y a peut-être un peu le paradoxe. Préparateur mental, c'est l'entraînement des capacités mentales. Donc là, c'est pour le sportif, la formation que je fais, mais ça pourrait très bien s'appliquer à toute personne qui a un objectif de performance, donc à tout le monde en fait. Et ça va être l'entraînement, par exemple, pour la motivation, la concentration, gérer le stress avant un événement, des choses comme ça. Et ça va passer par des exercices de méditation, de respiration guidée, de visualisation, de relaxation. Ok, pas du tout de thérapie et je suis pas du tout thérapeute. Je suis par contre thérapeute en kiné. Voilà. C'est bien de faire le distinguo. Ouais, c'est important parce que la santé mentale, on en a discuté plusieurs fois, c'est hyper large. À quel moment tu peux parler de santé mentale alors que t'as pas de troubles? Tout ça, c'est vraiment des questions moi que je me pose. Pourquoi j'ai voulu me former dans ce domaine-là? En fait, je suis passionnée par le bien-être. J'adore ça et j'ai aussi un compte Bien dans nos baskets qui a rien à voir. Là, c'est plutôt du développement personnel. Moi, j'appelle de la santé mentale, mais en fait... Oui, encore une fois, le spectre est large et la frontière est parfois poreuse entre les deux. C'est ça. Et les deux ont le même objectif, c'est le bien-être. La préparation mentale, c'est parce que j'adore le sport, les valeurs que ça véhicule. Pour moi, c'est un endroit de développement personnel, mais de développement social. J'adore le sport. Et alors, performer grâce au bien-être dans le sport, moi, ça faisait tout sens et j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais ça. Et voilà. Et après, j'ai fait un compte. J'ai aussi un podcast Bien dans nos baskets, mais qui a rien à voir dans le sens, c'est pas pour le même public, mais c'est aussi le bien-être.
et pourquoi j'ai voulu faire, je sais plus le début de la question, mais en gros, pourquoi je me suis lancée dans le domaine du bien-être. Et pourquoi tu as décidé de le médiatiser sur les réseaux sociaux? Parce que préparateur mental, je le médiatise pas. Et par contre, pour l'instant en tout cas, et bien dans nos baskets, donc c'est un podcast. En fait, j'ai commencé la kiné et ça allait pas du tout. J'ai pas du tout aimé mon début d'activité. Donc je me suis dit, ok, prends soin de toi. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Je suis partie 6 mois en voyage et j'ai tout arrêté la kiné. J'ai dit, qu'est-ce qui te ferait du bien? Et en fait, le bien-être pour moi et pour les autres, j'adore ça. Donc je me suis dit, ok, mets un pied dans le bien-être, qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, ça fait des années que moi, j'expérimente des choses pour moi. Et je me suis dit, ok, un podcast pour le partager, ça pourrait être super chouette, ça pourrait t'apporter plein de trucs, genre un festival sur la santé mentale. Et du coup, j'ai créé ça en voyage. Et en fait, vu que le podcast, c'est un média qui est pas forcément très diffusé, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur le sujet. Parce que c'est trop bien les réseaux sociaux, tu peux toucher une communauté hyper facilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, créer un compte Insta pour parler de ton podcast. Et d'après toi, comment les réseaux sociaux peuvent contribuer justement à impacter positivement notre bien-être psychique? Positivement, parce qu'on abordera dans un deuxième temps les aspects un peu plus négatifs. Ouais. Positivement, je dirais, un peu comme ce qu'Amélie a dit, libérer la parole, déculpabiliser, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que s'il y a des jours où ça va pas, en fait, c'est normal. Là, je voyais encore un truc de Pauline Léniaud, qui est une fille qui a le sourire sur les réseaux. Qui est podcasteuse aussi, qui a le podcast Le Gratin, je précise, qui est entrepreneuse aussi, elle a plein de casquettes. Je vous invite à aller écouter son podcast qui est fort passionnant. Et de l'extérieur, on pourrait se dire que cette fille-là, tout va bien, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et là, elle vient de mettre un truc hier, je crois, ou il y a pas longtemps, qui dit, voilà, là aujourd'hui ça va pas. Et en fait, je le partage pas pour me plaindre, mais juste pour que vous voyez que moi aussi ça va pas et on est tous pareils. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, pour ça, c'est top. Ça a fait du bien. Et pour les opportunités que ça crée, si j'avais pas eu les réseaux sociaux, Lorraine m'aurait pas parlé du festival et je serais pas là. Donc, il y a ça. Et puis, l'accessibilité. En fait, si on veut se former dans des domaines, grâce à la facilité d'accès, grâce aux réseaux sociaux, en fait, on peut apprendre plein de trucs hyper rapidement. Avant, ils utilisaient des atlas quand ils savaient pas quoi, ils avaient pas la réponse. Maintenant, tu tapes ton truc, t'as la réponse et ça, c'est top. Et est-ce que justement, des fois, le trop plein d'informations peut pas, toi, être une source d'angoisse en fait, en quoi les réseaux sociaux peuvent aussi générer chez toi de l'angoisse? Du mal-être. Et du mal-être. Ouais, en fait, moi, j'ai l'impression d'être la personne typique qui utilise les réseaux sociaux et du coup, qui reçoit aussi les effets néfastes. Donc, oui, les réseaux sociaux m'angoissent et ça fait des années que je lutte pour essayer de trouver la juste utilisation qui me permettrait de pas complètement supprimer tout et en même temps de pas être angoissée et mal parce que j'utilise trop mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que la meilleure utilisation pour moi, c'est de moins utiliser les réseaux. Donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus maître de notre temps. Il est 20h, je regarde mon tel 10 minutes et il est 23h. Tu vois, ça... déjà, il y a ça. Et en fait, tout ce temps, j'aurais pu l'utiliser pour mon bien-être, pour faire du sport, pour lire, pour autre chose. J'ai l'impression de ne pas être maître du contenu. Ça veut dire que je suis mes potes sur Insta, mais en fait, j'ai des pubs qui m'angoissent, beaucoup trop d'informations, trop de choses dans la tête. Donc pour moi, ça impacte négativement notre bien-être parce que ça impacte mes pensées, ça impacte mes émotions. Et du coup, je me sens mal alors que j'ai pas décidé en fait de voir ça. Et aussi parce que c'est tellement facile, c'est tellement rapide. On est dans une consommation de contenu tout le temps. Ce qui fait qu'on n'est plus habitué à la lenteur. Et là, quand on pose notre tel et qu'on est chez nous et qu'il y a du vide, on n'aime pas ça. Alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait savourer les petits détails, tu vois, un petit bruit d'oiseau. Moi, je kiffe ça. Et en fait, on n'est plus dans les petits détails. Et sur Bien dans nos baskets, je partage ça à fond, le plaisir dans les détails. Et on savoure pas notre vie, en fait, on la consomme. On veut plus, on veut d'autres vêtements, on veut. Et je crois que ça est un peu aussi à cause des réseaux.
Ouais. Alors c'est bien d'avoir cette prise de conscience. Tout le monde ne l'a pas forcément, donc c'est pour ça qu'on abordera dans un deuxième temps un peu plus les aspects pratiques et concrets, comment mettre en place des petits tips pour justement se distancer un peu plus des écrans, des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, pour résumer ce que vous venez de dire, ça a permis de délier les langues sur les maladies, les troubles psychiques. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un nouveau fléau qui inquiète les psychiatres, les psychologues, les experts en santé mentale, c'est l'autodiagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, il y a pas mal de ce qu'on appelle des influenceurs en santé mentale qui prodiguent leurs conseils en 30 secondes montre en main. Donc par rapport à une maladie psychique, et face à eux ou à leur portable, il y a une armée d'abonnés qui sont convaincus par effet miroir de souffrir entre guillemets du même trouble. Et le problème, c'est qu'ils ne passent pas forcément par la case médicale. Donc ça, c'est un véritable enjeu de société qui est problématique. Donc je m'adresse à vous toutes en même temps. Comment vous qualifieriez votre rôle, vous, sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes influenceuse en santé mentale, mais pas psy, créatrice de contenu, comment militante peut-être ? Comment vous identifiez, vous, votre prise de position, votre prise de parole sur les réseaux sociaux ? Moi personnellement, je ne considère pas du tout que je fais de la santé mentale parce que je fais plutôt de la sensibilisation, de la prévention, de la pédagogie par rapport à l'hyperconnexion. Et du coup, dès que ça va être un peu hors de ma portée, je vais toujours dire si vous sentez un mal-être, si vous sentez que ça va trop loin, que c'est plus bon pour vous, que vous êtes en perte de contrôle complète de votre utilisation des réseaux, allez consulter un professionnel. Je suis pas professionnelle de santé, donc je ne prétendrai pas prendre cette place. Et effectivement, je pense que c'est important, quand on communique sur ces questions, de vraiment renvoyer vers des professionnels qualifiés, en fait, que ce soit des médecins ou des services, des numéros d'appel, etc. Donc moi, je fais ce projet en toute modestie, en donnant des informations pédagogiques, en essayant de créer, dans l'idéal, un mouvement de communauté, un mouvement social qui motive les gens à se poser des questions par rapport à leur rapport à l'hyperconnexion. Mais voilà, c'est plus proche du développement perso, c'est plutôt donner des clés, une boîte à outils, des informations de manière assez ludique et accessible, parce que l'hyperconnexion, faut lire, il y a des tonnes d'articles qui sortent, des études, etc. Mais qu'est-ce que je fais moi réellement face à mon écran une fois que je suis hyperconnectée ? Ça peut être, on peut se sentir un petit peu démuni. Donc c'est plutôt rendre accessible des informations et voilà. C'est ça. Quand je vais sur un terrain un peu glissant, un peu santé mentale, je précise toujours je ne suis pas professionnelle de santé. Et je pense que les réseaux, c'est un peu la porte ouverte à tout le monde qui se proclame un petit peu ou qui dit des choses avec confiance, avec conviction. Ça, c'est un truc important qu'on peut glisser d'ailleurs en même temps. Mais même si quelqu'un vous dit une information dont la personne a l'air très sûre, etc., qui n'est pas forcément sourcée, méfiez-vous, il faut garder son esprit critique, ce qui n'est pas forcément facile sur les réseaux, surtout si c'est votre influenceur préféré qui dit quelque chose. Mais voilà, tout le monde n'est pas effectivement médecin, tout le monde n'est pas capable de dire je suis comme ça, donc si vous êtes comme ça, nous sommes pareils. Voilà. Mais par contre, il y a plein d'autres aspects positifs. C'est intéressant justement de bien noter que l'importance des sources et faire attention aux intox qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ça vaut pour la santé mentale, mais pour tout un tas d'autres sujets. Amélie, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Je rejoins Lorraine aussi, effectivement, sur ce truc de source. Moi, j'ai fait pas mal de vulgarisation scientifique pour essayer d'expliquer les différentes formes d'alopécie. On m'a posé beaucoup de questions aussi sur les différents traitements qui existaient, et moi je l'ai fait pendant un temps et je le fais de moins en moins, mais c'était quelque chose qui me mettait pas à l'aise parce que je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de santé, je suis pas dermato. Je recevais des photos de personnes de leurs cheveux qui me demandaient des diagnostics et j'étais genre je ne peux pas, c'est vraiment pas ma casquette. Mais parfois en fait le problème par rapport au sujet que moi je traite, c'est que il y a tellement peu d'informations, les personnes sont tellement perdues et démunies. La plupart des personnes qui ont une alopécie, en vrai, notamment les femmes, malheureusement, vraiment il y a cette sensation elles sont désemparées et elles sont mal redirigées. On n'est pas très bien pris en charge non plus. Souvent les professionnels de santé peuvent être parfois un peu
comment dire, c'est pas très grave, quoi. C'est que des cheveux, mais ils prennent pas en compte l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, pour le coup. Et du coup, bref, ces personnes sont démunies, sont à la recherche d'informations et tombent sur des comptes comme le mien. Et donc derrière, elles ont envie de réponses. Et moi, j'ai pas les réponses. Donc ça a pas été facile aussi à doser et parfois à faire des points de. Là, je vous parle d'un traitement, mais c'est des informations que je suis allée chercher sur Internet, sur des revues scientifiques. Mais je n'encourage rien. Enfin, je n'encourage ni la prise de ce traitement, ni la non prise de ce traitement. Je vous donne juste les informations en toute neutralité. Et après, je vous encourage à vous faire vos propres recherches et aller voir des médecins. Mais les gens ne l'entendent pas toujours. Enfin, je trouve que les gens aussi, parfois, quand tu abordes un sujet, ils ont aussi l'envie que tu leur apportes toutes les réponses. Et c'est pas évident parfois de mettre des limites et de cadrer le truc. Du coup, pour en revenir à la question, moi, je sais que donc clairement, je ne suis pas thérapeute. Je me considère pas comme influenceuse non plus parce que déjà, je suis pas très fan de ce terme. Enfin, j'ai pas envie d'influencer les gens en quoi que ce soit. Je l'ai volontairement justement utilisé parce que dans le jargon un peu populaire, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent. Ouais. Et moi, on me dit, influenceuse body positive, influenceuse santé mentale, tout ça, effectivement, je l'entends. Moi, personnellement, je me considère pas influenceuse et j'ai pas envie d'influencer les gens, effectivement, en quoi que ce soit. Pour moi, c'est un partage d'expérience. Je me considère plutôt créatrice de contenu parce que pour moi, c'est du vrai travail, que je fais complètement bénévolement, mais en tout cas, c'est du vrai travail et les gens ont tendance à sous-estimer le temps que ça prend aussi d'animer un réseau social, de créer du contenu. C'est du temps, c'est de l'énergie et souvent, c'est pas payé, en tout cas à mon échelle. Donc, je me considère plus comme créatrice de contenu. J'ai à vocation de sensibiliser, de partager mes ressentis, de partager les expériences des autres et de déstigmatiser, mais voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais oui, c'est vrai. Juliette, tu peux peut-être un peu comme Lorraine. Pour moi, je suis pas influenceuse, je suis pas psy. Je partage juste des infos qui m'ont servi et et ça me plaît de les partager. C'est un peu égoïste, mais je le fais un peu parce que moi j'aime bien faire ça. Et puis après, si ça peut aider, et je reçois des messages positifs en fait de gens qui me disent mais merci en fait, t'es comme nous. Et ça fait du bien juste d'entendre des gens. Moi aussi, ça va pas, tu vois. Et puis si t'as des astuces, vas-y, on est preneur. Et peut-être que pour toi ça marchera pas, mais moi ça a marché. Essaye, tu vois. C'est juste des astuces, on partage, mais en toute modestie et c'est tout, quoi. Il y a pas de thérapie derrière, il y a pas de diagnostic, il y a pas tout ça. C'est bien de justement préciser que c'est dans un cadre pas privé, mais comme un peu un groupe de parole où chacun échange son ressenti, ses astuces qu'il a ou elle l'a aidé. Ouais, toi, Juliette, ton compte, je le vois plus comme une copine, tu vois, qui te partagerait ses astuces qu'elle a testées. On peut être copine si tu veux. Mais oui, puis tu vois, il y a des gens qui me disent, voilà, moi ça va pas. Alors quand je reçois ce message, je me dis, attention, tu vois, faut pas non plus, je suis pas psy, je la connais pas cette personne. Mais en fait, juste déjà c'est pas une oreille parce que je regarde le message, mais si t'as besoin de me le dire, et c'est ce que je fais en kiné. En fait, en kiné, on n'est pas psy, mais moi je l'écoute, mon patient qui me dit, j'ai mal au dos, mais en même temps je suis stressée, et en même temps c'est parce que ma mère, machin. Oui, mais des fois ça fait juste du bien de dire à quelqu'un qu'on connaît pas trop. Et mon compte, je sais que j'ai reçu des messages et j'ai dit, là, je sais pas comment je peux t'aider, mais je te comprends. Et je crois que juste ça fait du bien et ça fait un peu copine, quoi. Si juste je peux rebondir là-dessus, parce que je trouve que c'est super effectivement de pouvoir échanger avec des gens et que les gens aient envie de se confier parce qu'ils savent que en face ils ont quelqu'un qui va pouvoir les comprendre. Mais moi je mettrais juste quand même aussi un petit warning là-dessus pour si par exemple vous avez envie de faire ça parfois, d'aller parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas, que vous connaissez à travers son compte mais que vous ne connaissez pas. C'est que notamment pour des sujets de santé mentale, en fait, si la personne est thérapeute d'ailleurs, mais vous savez jamais vraiment à qui vous avez affaire en face. Et moi, je sais que personnellement, ça a été parfois compliqué de recevoir des messages de personnes en souffrance et parfois en grande détresse qui viennent sur mon compte, qui voient que je parle de ça, qui se sentent
du coup qui pensent que je peux les comprendre, et c'est vrai que je peux les comprendre, mais ça veut pas dire que je peux tout entendre non plus. Et quand on débarque dans les messages privés de quelqu'un pour lui raconter sans préambule je sais pas, un épisode traumatique par exemple, ou ce genre de choses, c'est difficile à recevoir pour la personne en face. Et moi je sais que parfois j'ai eu du mal à mettre des limites là-dessus, et je l'ai jamais vraiment fait parce que j'avais envie aussi d'apporter mon soutien à tout le monde. Mais voilà, moi je sais que si je veux parler à quelqu'un que je connais pas sur les réseaux sociaux, je vais faire un premier message où je vais demander j'aimerais pouvoir te parler de quelque chose que je pense que sur lequel tu pourrais peut-être m'aider. Ça aborde, je mets dans des grandes lignes 1 ou 2 thèmes pour mettre, si jamais je sais pas, il y a un trigger warning ou quoi. Et est-ce que c'est OK? Est-ce que tu as l'espace pour ça? Est-ce que je peux te raconter ce que j'ai envie de te raconter, en gros? Je pose toujours la question parce que je veux laisser la personne le choix de me dire non, en fait. C'est respecter le consentement des gens aussi, ça passe sur les réseaux sociaux. Et voilà, ce truc de se confier, parfois c'est compliqué quand on est la personne qui le reçoit aussi, je trouve. Ouais. Oui, d'où l'importance de poser un cadre et des limites. C'est important de le dire. Ouais. Alors, l'autre danger, on l'a rapidement évoqué, c'est le scrolling. Lorraine, peut-être que, toi, on le rappelle, tu es créatrice du podcast « Et si tu posais ton tel ?» Est-ce que tu pourrais nous parler des effets néfastes, justement, du scrolling, donc c'est-à-dire l'action de faire défiler son écran sans même prêter attention au contenu qu'il y a sous nos yeux? Oui, tout à fait. Alors, elles sont multiples. T'en as déjà évoqué pas mal, Juliette, tout à l'heure, quand tu disais ce qui pouvait te stresser sur les réseaux sociaux, l'anxiété, en fonction du contenu qu'on va consommer, qu'on va regarder, les effets sur le sommeil, la fatigue, parce que une des choses importantes, comme tu disais, c'est le fait que on va perdre complètement la notion du temps. Et ça, c'est vraiment important, et c'est ce qui va faire qu'on va passer plus de temps qu'on le voudrait. Qu'on va du coup mettre de côté d'autres actions qu'on pourrait avoir envie de faire et qui seraient plus bénéfiques pour nous. Ça va être aussi évidemment les problèmes de sédentarité. On va toujours faire le même geste, le même mouvement en permanence, et donc notre corps est complètement, ça j'imagine qu'en kiné tu dois avoir des effets aussi, mais notre corps est complètement figé. Il y a des gros effets sur le cerveau, l'attention qui est réduite, qui est dégradée. Peut-être que si vous êtes sur TikTok, vous avez constaté que depuis que vous êtes sur TikTok, vous avez du mal à vous concentrer sur des longs articles, des grandes lectures ou des films, tout simplement. Regarder un film maintenant, c'est compliqué, sans s'interrompre, sans regarder son téléphone, sans laisser son attention s'envoler. Et en fait, l'attention, c'est un muscle qui s'entretient, quoi. Et plus on se laisse hypnotiser par des contenus très rapides, très fugaces, plus on va avoir du mal à avoir de l'attention. Et pourtant, une attention longue, c'est quelque chose qui crée du bonheur sur le long terme. Ça nous met dans un état de flow. Donc l'état de flow, F-L-O-W, c'est comme ça qu'on appelle le moment où vous êtes concentré sur une tâche un certain temps, et ça va être ni une tâche trop compliquée, ni une tâche trop simple. Ça va être vraiment le bon niveau pour vous stimuler suffisamment pour que vous soyez dans un état très agréable, plaisant, sur une tâche. Donc ça va être en apprenant quelque chose, en dessinant pour les personnes créatives, en faisant du sport. Ça peut être plein de choses, et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire sécréter des hormones de bonheur. Et le bonheur et le plaisir, c'est pas la même chose. Donc on cherche le plaisir sur les réseaux sociaux en allant chercher de quoi se détendre, des vidéos de chats rigolotes, passer des bons moments. Et effectivement, parfois on peut passer du bon moment. Mais il faut savoir aussi qu'une fois qu'on se connecte sur Instagram, on ouvre, ou TikTok ou n'importe quel réseau, on ouvre, on a le premier contenu, on a notre shot de dopamine. C'est comme si on attrapait le premier carreau de chocolat du 4 heures, quoi. Et on est trop bien. Et ensuite, on va chercher à retrouver ce shot parce que c'est vraiment trop agréable, quoi. Donc vraiment, c'est un signal dans le cerveau qui nous dit ok, trop bien, ça fait du bien, c'est bon pour moi, continue. Sauf qu'on ne pourra jamais avoir un shot aussi fort. Donc on va être tout le temps dans la frustration, etc. J'essaye de... Est-ce que c'est le moment de placer la métaphore sur le sucre et les légumes? Ouais, mais carrément. C'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est du chocolat, là, comme Lorraine, elle a dit. T'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, et à la fin, t'as plus faim, et en même temps, tu te sens pas hyper bien non plus, parce que t'as plus faim, mais du coup, il y a plus de place pour les légumes, pour les choses qui te font du bien. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu ça, à petite dose, ok, mais si t'en prends trop... Ouais, jusqu'à l'écœurement, quoi. Ouais, c'est ça, t'es écœuré, t'as plus de temps pour les choses qui te font vraiment du bien, les légumes, quoi. Ouais, mais alors justement... Je trouve pas très bien, les légumes...
Je crois que ça a été scientifiquement expliqué que les GAFAM avaient joué un rôle justement dans le fait que nos cerveaux soient complètement absorbés par ces images en continu. Comment toi tu pourrais nous l'expliquer dans tes mots? Ouais, alors tout à fait. En fait, c'est pas un hasard si on est hyper connecté. C'est pas juste cette envie de voir ce qui se passe sur Instagram, parce que effectivement, on le disait, il y a les bons usages, il y a ce qui m'apporte du divertissement réel et un bon moment, il y a ce qui m'apporte de l'éducation. Par exemple, moi, j'adore consommer du contenu militant. J'en ressens un vrai plaisir, bien-être et à m'informer comme ça. Voilà, il y a des comptes qu'on aime suivre, des personnalités où on est toujours content de voir leurs stories ou de nos amis. Voilà, ça, c'est pas forcément des problématiques. Là où ça devient problématique, c'est que ces logiciels, ces réseaux sociaux, ces applications ont été pensés par des designers, des ingénieurs. Je suis moi-même designer, hein, donc je sais, je vois un peu le dark side des choses. Ingénieurs, sociologues, psychologues, plein de gens qui vont vous connaître par cœur, qui vont être payés des milliers d'euros dans la Silicon Valley pour trouver toutes vos failles, toutes vos faiblesses, les exploiter pour que votre attention, vous ne puissiez pas faire autrement que de vous connecter encore et encore et d'avoir besoin de votre dose. Pareil, il y a des études, je ne vais pas m'étendre trop, mais il y avait une étude qui avait été faite sur des souris, sur le mécanisme des machines à sous. Et en gros, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, si ça va être un contenu drôle, si je vais avoir des likes, etc. Toutes ces incertitudes et le fait que je me connecte pas en me disant je vais chercher un article à lire ou je vais chercher une vidéo... mais je sais exactement quel film je veux voir, des choses comme ça. Le côté incertain, ça nous rend complètement fous. Et donc, sur l'exemple des souris, par exemple, les souris qui, quand elles appuyaient sur un bouton, avaient de la nourriture, se nourrissaient bien quand elles avaient faim. Et les souris qui avaient, quand elles appuyaient sur le bouton, soit de la nourriture, soit rien, soit beaucoup, soit un peu, se laissaient complètement mourir à appuyer sur le bouton en permanence. Elles se laissaient mourir de faim alors qu'elles avaient de la nourriture, mais juste elles appuyaient que sur le bouton, quoi. Donc ne vous laissez pas mourir de faim en étant sur Instagram, s'il vous plaît, déjà. C'est un peu ce qui se passe quand on est sur YouTube. Voilà, à la base, on voulait aller voir une vidéo de recettes de cuisine, je sais pas, de pot-au-feu. Et en fait, on se retrouve une demi-heure plus tard à regarder des vidéos de chats ou de je ne sais quel autre sujet, quoi. C'est l'incertitude qui fait que, en fait, on est continuellement attiré par le contenu qui va suivre. Alors ça, c'est le côté pourquoi on a envie d'y revenir, surtout. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Je vais pas pouvoir tout expliquer là maintenant, malheureusement. Mais il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc c'est des fonctionnements de nos cerveaux qui sont comme ça. Et donc les designers notamment vont exploiter ces biais. Donc je vais en donner quelques exemples. Par exemple, le fait que les vidéos se lancent toutes seules. On vous laisse pas le choix de je veux regarder cette vidéo ou pas. Non, on vous la lance et comme ça vous êtes déjà aspiré dans la vidéo. Ensuite, il y a une lecture automatique. La prochaine se lance aussi toute seule. Donc ça, si vous pouvez, normalement sur les différents réseaux, vous pouvez le désactiver. Ça va être déjà une première astuce pour se dire, ok, je suis face à ce contenu. Est-ce que j'ai envie de le consommer ou pas et avoir le temps de se poser la question. Eux, ils réduisent les temps de libre action pour pouvoir vous envoyer du contenu, que vous restiez sur la plateforme et que ça leur fasse gagner des sous concrètement. D'autres exemples très rapidement de biais cognitifs, ça va être le fait de jouer sur l'appartenance sociale qui est très forte avec les likes, des choses comme ça. Les likes, pourquoi ? Un réseau social sans likes, c'est pas impensable, mais en même temps, c'est tout ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, c'est ce qui fait qu'on est accro à ces statistiques et que ça nous crée des angoisses. Et le scroll infini, pareil, on pourrait tout simplement, avant, Google était paginé. On pouvait regarder page 1, page 2, page 3. Et ça créait des moments de respiration pour dire est-ce que je vais à la suite ou est-ce que je m'arrête ? Et là, le fait que ce soit du scroll infini, ce mouvement, il est perpétuel et on est comme hypnotisé. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font que votre volonté va être rarement suffisante et je le dis aussi pour pas que vous culpabilisiez que c'est vraiment difficile en fait ces réseaux sociaux et c'est vraiment difficile de résister et donc c'est pour ça que moi j'ai créé ce podcast parce que si c'était facile on n'aurait pas besoin de trouver des ressources et des astuces pour se challenger. Mais on va parler ensuite des différentes astuces, mais c'est aussi du coup se faire aider soit de professionnels si on est vraiment mal, soit même déjà entre amis se lancer des challenges. On en parlait hier avec un ami qui m'a dit Instagram, je sens que ça me fait plus du bien. Je voudrais déconnecter, mais je veux pas supprimer mon compte. Je dis ok, je change ton mot de passe. Pendant un mois, tu sauras pas comment te connecter. Et voilà, donc je vais changer son mot de passe ce soir pour qu'on fasse ça. Et donc il était chaud. Et voilà, il y a plein d'astuces comme ça. N'hésitez pas
à vous entourer, à vous challenger, à faire ça à plusieurs. Et dernier truc que je voudrais dire par rapport aux effets négatifs et aux GAFAM, c'est que c'est encore tout est amplifié sur des cerveaux en construction, les adolescents, les enfants. Ça, j'en parle dans des épisodes de podcast plus en détail avec des experts, mais voilà, tout ce qui est en construction, quand on est soumis à une telle intensité de manipulation, de contenu, etc., ça empêche vraiment les capacités cognitives de se développer, et ça peut créer vraiment des problématiques de concentration assez fortes et voire pire chez les enfants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un effort conscient, même si c'est désagréable, même si on a envie d'être sur les réseaux pour passer du bon temps. Il faut trouver quelques parades qu'on va évoquer c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, pour se protéger, parce qu'évidemment si ça va pas sur toutes ces raisons, la santé mentale elle va en souffrir aussi, quoi. Alors on a bien compris qu'on était quelque part assez passif face aux écrans. Comment donc redevenir acteur de nos écrans ? Je crois que toi, Juliette, tu as consacré 2 épisodes sur comment reprendre le contrôle sur nos écrans. Quels conseils tu pourrais donner au public et puis à ceux qui nous écoutent pour justement devenir un peu plus actif et pas passif ? Alors si je peux donner un grand conseil, en fait, il y en a une grande astuce. Déjà, il n'y a pas de bonne utilisation. La bonne utilisation, c'est celle que toi tu choisis en tout état de conscience. Donc en fait, mon astuce, et je répète, c'est que mon astuce, c'est choisir en tout état de conscience. Prendre conscience de à quel moment j'utilise mon téléphone et comment je l'utilise. Ah ouais, je l'utilise quand je suis dans les files d'attente parce que je me fais chier. Ah ouais, je l'utilise quand je me sens un peu gênée. Comment je l'utilise ? Aléatoirement, je suis tous les gens qui me suivent. Ok. Et maintenant, prendre conscience. Est-ce que ça me fait du bien ? Et là, c'est là où il faut être honnête avec soi-même, en fait. Parce que souvent, on va se dire, oui, moi, j'adore les réseaux sociaux, le cerveau, il aime ça, donc il va te dire oui. Et au fond, comment tu te sens ? Est-ce que tu sens pas un truc qui te gêne ? Et si là, tu sens quelque chose qui te gêne, comment tu veux utiliser ? C'est quoi, en tout état de conscience, toujours ? C'est comment tu veux l'utiliser, ton téléphone ? Et par exemple, moi, je me suis dit, et je réactualise assez quotidiennement, ok, Insta, je veux que ça me serve pour mes potes et pour que ça m'inspire. Et tout le reste, j'ai supprimé. Et en fait, ça, faut réactualiser. Ça veut dire que des fois, je prends mon téléphone dans la file d'attente et je dis, ah non, c'est vrai, les files d'attente, j'ai envie que ça me serve à regarder le monde qui se passe autour de moi. J'ai pas envie de combler le blanc tout le temps. Et en fait, vu qu'on le fait automatiquement, ça va être reprendre conscience à chaque fois que tu utilises ton téléphone. Est-ce que ça convient ou est-ce que ça convient pas à ce que j'ai décidé ? Et si tu as décidé de regarder toute l'après-midi des vidéos sur YouTube, mais que tu as décidé, mais vas-y. Et ne culpabilise pas, en fait. Tu as choisi. Ouais, donc si je résume, il faudrait faire une sorte d'introspection à chaque fois qu'on prend son téléphone et de se dire, ok, là maintenant, pourquoi je le fais ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et être plus dans l'auto-analyse et pas dans l'automatisme, en fait. Et aussi, donc, pour relister ce que tu disais tout à l'heure, Lorraine, c'est-à-dire de se mettre des petites barrières, des petites sortes de pièges, en fait, pour éviter de systématiquement ouvrir son téléphone, peut-être enlever les notifications. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel, changer de mot de passe. Je vais en donner 2-3 autres, rapidement. Mais oui, enlever les notifications, ça c'est essentiel. Franchement, vous vous rendrez compte que 95% au moins des notifications que vous recevez sont pas utiles et viennent vous déranger. Ça refait le pont avec ce que je disais avant sur l'attention longue. En fait, si vous êtes interrompu constamment par votre téléphone et qu'il vient se rappeler à vous, c'est terrible. Autre chose, c'est de pas laisser son téléphone, si on veut se concentrer sur un long moment, pas le laisser sur sa table devant soi, parce que c'est vraiment, encore une fois, laisser du chocolat comme ça. À aucun moment, même si vous vous rendez pas compte, même si c'est inconscient, vous allez zioter tout le temps. Et du coup, c'est cacher son téléphone, l'éteindre, le mettre dans une autre pièce, etc., inaccessible. Et une autre, je vais finir là-dessus pour les astuces, mais une autre chose intéressante à faire, ça peut être de se mettre un chronomètre justement sur ok, là je veux passer 10 minutes, 30 minutes. Mais d'accord, mais je me mets une alarme en fait pour me rendre compte du temps que j'ai réellement passé et en fait, ce que tu dis, la conscience, je suis complètement d'accord. Mais j'ai conscience que c'est aussi pas que c'est pas forcément toujours évident. Et justement, c'est ce que je disais aussi avec les interfaces, le fait qu'on n'ait pas de temps pour respirer, pour prendre de la hauteur, se mettre un minuteur peut-être toutes les 5 minutes, ça va être frustrant, hein, ça va être agaçant. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu m'arrêtes dans mon utilisation ? Mais au moins, ça vous laissera prendre le temps de prendre le recul de qu'est-ce que je suis en train de consommer ? Est-ce que je prends du plaisir ? Est-ce que c'est intéressant et que j'ai envie de continuer à le consommer ? Ou est-ce que je passe à autre chose ? Et en fait, là, j'ai tel travail, tel projet, tel rendez-vous avec mes potes pour lequel je suis en retard.
Donc je bouge quoi. Ouais, basculer d'un automatisme à un autre finalement, ce qui va pas être un réflexe de pas prendre directement son téléphone va le devenir si tu t'habitues finalement à faire autre chose, remplacer une action par une autre. Peut-être que toi, Amélie, t'aurais d'autres conseils à nous apporter. Est-ce que tu as choisi une autre activité pour pallier justement ce manque des réseaux sociaux ? J'avoue que moi, j'écoute les conseils parce que ça m'intéresse et parce que je suis la première personne à me lever, enfin m'endormir avec mon téléphone et me réveiller avec et honnêtement, c'est pesant. Enfin, genre, j'en ai conscience et ça me pèse et ça m'empêche d'être active sur des choses que j'aimerais faire passer en priorité, mais je pense que pareil, mon attention, c'est compliqué. Enfin, c'est un vrai sujet chez moi, donc c'est quelque chose avec lequel je me débat un peu, honnêtement. Les seules astuces que j'ai mis moi-même en place, c'est le contrôle du temps. Enfin, avec certains téléphones, il y a la possibilité de gérer son temps sur les réseaux sociaux, enfin de restreindre certaines applications. Tu peux, par exemple, paramétrer pour avoir le droit de les utiliser qu'1 heure par jour. Et ça te ferme l'application au bout d'1 heure. Bon, t'as quand même encore le droit d'aller l'ouvrir. Enfin, ça va juste te dire non, vous ne pouvez pas. Mais si tu cliques sur faire encore 15 minutes de plus, tu peux avoir 15 minutes de plus. Mais du coup, un peu comme ton minuteur, ça va te le redire dans 15 minutes. Et au bout d'un moment, tu te dis genre, ouais, ok, là, faut que j'arrête. Je suis un peu dans une faille spatio-temporelle et je me perds dans un tourbillon. Mais voilà. Enfin, moi, l'autodiscipline, c'est compliqué, honnêtement. Donc, j'ai pas beaucoup d'astuces que j'arrive moi-même à mettre en place. Je vais pas mentir. Un travail de longue haleine. Ouais, c'est un vrai sujet et enfin voilà, je compatis avec les gens qui luttent contre ça aussi. On est tous dans le même bateau, je pense. C'est ce qui est quelque part assez rassurant et en même temps inquiétant. Donc merci les filles pour tous ces conseils, toutes ces réflexions. Je me tourne maintenant vers vous. Peut-être que vous avez vous-même des conseils ou des questions à nous partager. Ou même des cas perso. Des fois, je sais qu'on aime bien me dire, est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est de l'hyperconnexion ou pas ? Ça peut être une idée. Question est bonne à prendre. Enfin voilà, il n'y a pas. Sinon, ce sera 10 minutes de conseils en plus. Mais bon, j'aimerais mieux avoir vos questions, j'avoue. Ok. Bonjour, merci en tout cas pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous auriez des outils externes ou d'autres conseils ou des challenges en fait quand on a du mal à s'autodiscipliner, à se mettre des limites ou même à prendre conscience en fait que peut-être on abuse? Est-ce que vous auriez quand on a du mal à se mettre soi-même des limites, est-ce que vous auriez des outils, des idées de challenge externes pour moi, c'est juste sur la problématique de pas scroller dans son lit le soir avant de s'endormir. Moi, j'essaye de prendre l'habitude de pas prendre mon téléphone avec moi. Du coup, j'ai ressorti un vieux téléphone, mais qui ne fonctionne pas, enfin, sur lequel il n'y a pas les applis ou quoi, pour m'en servir comme réveil, parce que bon, faut que je m'achète un vrai réveil, mais en attendant, le vieux téléphone fera l'affaire. Et du coup, mais parfois, je me fais prendre à mon propre jeu parce que je trouve des vieilles photos dans ce téléphone. Enfin, je trouve quand même du contenu à aller regarder. Donc, l'addiction est forte. Mais en tout cas, il y a ce truc à côté de mon lit de prendre, parce qu'au final, mon téléphone, je m'en sers surtout pour l'heure à la base, de trouver un truc neutre qui donne l'heure ou qui peut me réveiller le matin et de plus prendre mon téléphone au lit, et vraiment aussi pareil de couper les notifications pendant la nuit, de mettre en mode les modes repos et tout ça, et voilà, pour essayer d'éviter les stimulations du téléphone avant la nuit. Ça, c'est mon plus gros truc. Et peut-être aussi y aller progressivement. On est à fond dessus, on passe des heures. Tout à l'heure on disait 1 heure, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus qu'1 heure. Et peut-être que si on y va progressivement, te dire ok, peut-être à ce moment-là je l'utilise pas. Et si t'as réussi le soir, tu le célèbres quoi. Tu te dis ouais c'est bien. Puis le lendemain tu te mets un challenge un petit peu plus long ou un petit peu différent. Mais y aller progressivement et accepter le jour où tu rates. Ok, aujourd'hui j'ai eu mon tel, c'est pas grave, c'est hyper dur. Mais je vais y retourner, je vais continuer ou je vais changer d'astuce si celle-là me convient pas. Ouais, il y a pas mal d'outils après qui existent avec une prise de conscience assez générale. Il y a des outils hyper variés. Ça va des plugins que tu peux ajouter à ton ordinateur pour bloquer certains sites, ou même sur le téléphone. T'as même des applications qui te permettent de mettre ton téléphone en noir et blanc, qui donnent pas du tout envie de l'utiliser. Enfin, Instagram en noir et blanc, c'est un peu pourrave, quoi. Et
tu peux rentrer tes codes bancaires en ligne pour te faire débiter à chaque fois que tu te connectes sur un réseau social. Ça va très loin. Hein. Ah oui. Il y a des coffres forts spécifiques aux réseaux sociaux. Un business sur notre addiction. Et c'est pour dire à quel point on sait qu'on est impuissant face à ça et que c'est difficile. Donc j'en reviens à la chose de se challenger à plusieurs. C'est vraiment le meilleur truc parce que, comme tu disais, le fait de pouvoir remettre 15 minutes, et je le fais aussi, hein, mais en fait, il laisse toujours la porte ouverte, tu vois. Et on est obligé de passer par un moment où on se force un peu plus, où il y a un enjeu. Ça peut être parier un resto avec son pote de qui utilisera le moins son téléphone cette année. Année, c'est un peu long, mais un mois, enfin bref. Mais du coup, pour le pari, comment ça se passe? Ça se fait sur le téléphone. Enfin, la discussion, elle est aussi sur le téléphone. Donc... Non, mais tu vois, tu compares le temps d'écran à la fin. Tu regardes les stats. On a des stats maintenant. Ils ont tous pris conscience, les fabricants. Ouh là là, on crée du poison. On va faire genre en mettant accès au temps d'écran qu'on est très sensibilisé par la question. Donc ça peut être ça, regarder son temps d'écran et à la fin de la semaine dire celui qui a le plus utilisé son téléphone, il paye le resto. Bon là, si t'es un peu attaché à des sous, déjà c'est un peu plus motivant. Voilà, et puis après chacun a ses solutions qui fonctionnent pour lui, mais il faut être créatif quoi. Potentiellement, si je coupe le wifi avant d'aller me coucher, mon téléphone, à part si je vais dans ma galerie, il va déjà un petit peu moins être attrayant quoi. Donc voilà, c'est plein de petites solutions créatives comme ça qu'on peut trouver, et puis pas perdre espoir comme tu disais quand ça devient difficile, et s'accorder des moments aussi où on est cool avec soi quoi. Que c'est pas forcément. Et puis dernier truc aussi pour faire toujours le lien avec la santé mentale, mais quand on s'écoute et qu'on sent qu'il y a un trop-plein sur les réseaux sociaux, désinstaller les applications de son téléphone. Ça veut dire qu'on peut toujours les consulter sur le navigateur web, par exemple, ou si on a une tablette ou n'importe quoi, déjà on l'aura pas en permanence dans sa poche. Donc ça peut être déjà par palier comme ça, se mettre des barrières. Pour l'avoir fait aussi, il y a des moments où Instagram, je l'ai désactivé de mon téléphone pendant un mois, un moment où j'étais, et puis d'ailleurs Netflix et compagnie, parce que je trouvais que j'étais vraiment aspirée, et ça fait du bien. Et c'est aussi une très bonne manière de se rendre compte du nombre de fois où spontanément on a envie d'aller attraper ce téléphone pour rien, et de se dire du coup c'est bon. Et pour donner un petit espoir, en fait, c'est pas comme une substance addictive type cigarette, drogue dure ou quoi. C'est une fois qu'on l'a pas, ça nous manque pas. Il y a pas vraiment de sensation de manque de substance, etc. À part si on est vraiment très très attaché à son téléphone. Et dans ce cas-là, il vaut mieux consulter d'ailleurs. Mais vous verrez que c'est plus facile que ça en a l'air de se passer d'un réseau social qu'on a désinstallé. Et aussi peut-être une autre solution un peu bateau, mais je pense qu'il marche aussi, c'est s'occuper l'esprit avec d'autres activités, notamment le sport, la cuisine. Enfin, moi, je sais que ça marche pour moi. Et c'est bête, mais sur 1 heure ou 2, vous avez pas touché votre téléphone, ou très peu. Donc, c'est toujours des bonus à prendre en plus, quoi. C'est une astuce que j'avais proposée sur mon compte Instagram, c'était de lister des choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on dit mais si j'avais le temps, je ferais du yoga, je lirais, etc. D'en faire une liste, et quand on a envie de prendre son téléphone, mais par automatisme, quoi, aller sélectionner quelque chose de cette liste qui nous fait vraiment plaisir, même si c'est un peu se forcer au début. En fait, une fois qu'on est lancé, déjà dites-vous, au lieu de 5 minutes de scroll, je lis 5 minutes. Une fois qu'on est lancé, en général, on s'arrête pas à lire au bout de 5 minutes. À part si le livre est chiant, mais dans ce cas-là, là, je vais plus rien faire, mais effectivement. Oui. Non, c'était pas vraiment une question, c'était juste un petit tips ou un truc comme ça. Par exemple, pour apprendre à se séparer de son téléphone, on peut, quand on a des petits trucs à faire, genre une petite course ou un truc, je dis pas sortir le soir sans son tel et tout, mais par exemple, aller à la boulangerie en bas de chez soi, laisser son tel chez soi. Enfin, il y a quand même peu de chances qu'on oublie notre code d'entrée ou sur le chemin, quoi. Donc vraiment, comme ça nous apprend à passer 10 minutes, un quart d'heure, je marche dans la rue, je fais la queue, 5 minutes. Enfin, comme tu disais, sans son tel, mais c'est pas dangereux, quoi, c'est safe. Et sinon, on peut tous racheter des Nokia 3610 là, pour ceux qui ont connu cette époque. Voilà, avoir des téléphones qui ne servent juste à appeler. Et remarquer quand tu vas à la boulangerie à quel point c'était cool d'y aller sans le téléphone. T'as senti l'odeur du pain, t'as discuté avec la personne à côté, et en fait c'était un bon moment, et t'avais pas ton tel. Donc je valide ton astuce. J'espère que ça vous a motivé à lâcher un peu vos téléphones.
Être moins dépendant. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos conseils. Donc, je recommande vos podcasts à toutes les deux bien dans nos baskets et si tu posais ton tel, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, si vous êtes plus branchés réseaux sociaux, même si on a dit qu'il fallait que ce soit avec modération, je vous conseille également la page Instagram d'Amélie et Lopécia, qui s'y confie sans phare sur son quotidien avec une pelade, en vous livrant en toute transparence ses états d'âme. Quant à moi, je vous retrouve sur ma chaîne de podcast On marche sur la tête, qui montre les maladies psychiques sous un autre jour à travers des témoignages forts et inspirants. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange. Vous retrouverez bien entendu toutes les informations sur les invités dans la description de l'épisode si vous souhaitez aller les suivre ou découvrir leur travail, ce que je vous invite évidemment à faire. Également, je voulais parler de médias Musae sur Instagram Musae Tomorrow, qui a également un podcast nommé Musae Story, sans qui cet enregistrement n'aurait pas été aussi qualitatif. Christelle a elle-même enregistré une table ronde au Facettes Festival sur l'accessibilité à la santé mentale, et je vous invite à aller l'écouter si c'est une thématique qui vous parle et qui vous intéresse. Enfin, je vous invite à suivre le compte Instagram du Facettes Festival, car ce n'est que le début d'une grande aventure et il y aura une édition 2. Alors, est-ce que cette table ronde vous a plu ? C'était une super expérience pour ma part, j'aurais vraiment pu échanger pendant 2 heures ou plus tellement le sujet est vaste. Et d'ailleurs, comme j'avais encore plein de choses à dire, mercredi prochain, retrouvez la suite de mes conseils sur la santé mentale et les réseaux sociaux, un épisode que j'enregistre en solo, où je vous présenterai mes conseils pour vous construire un réseau social safe, sur mesure, avec du contenu qui vous parle, qui vous convient. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question, vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion ? Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram @etsituposaitontel et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à etsituposaitontel@gmail.com. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. À bientôt!